Je vais parler de la question de l'annonce du diagnostic et je vais prendre un axe qui n'est pas habituel puisque je vais vous dire quelques mots à propos des médecins et bien sûr je vais vous parler de l'enfant. Et quand on regarde la littérature sur l'annonce du diagnostic, sont en réalité les deux absents puisqu'on parle souvent de l'annonce du diagnostic aux parents. La plupart d'articles sur l'annonce du diagnostic concernent les réactions, le traumatisme vécu par les parents et on parle très peu de ce qui vivent les médecins au moment d'annoncer et ce qui vivent les enfants. Donc, vous voyez, dans la peinture, il y a des tableaux très intéressants sur ce qui représente la scène de l'annonce du diagnostic. Et là, on est dans un village des pêcheurs et vous voyez bien la difficulté qu'elle représente pour celui qui doit annoncer la mauvaise nouvelle. Vous voyez bien le climat qu'il y a dans les villages, c'est qui assistent d'une manière ou d'une autre à ce que l'annonceur va dire à la famille qui est à l'intérieur. Et puis, dans d'autres tableaux, on voit bien aussi que c'est lui qui doit annoncer, comme dans ces tableaux, qui représentent bien la manière où les messagers étaient traités dans la Grèce antique lorsqu'ils devaient venir livrer l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Comme vous le voyez bien, ils sont morts. Ceux qui livraient l'annonce devaient décéder, devaient mourir avec leur message. En 2008, nous avons réalisé une étude financée par la Fondation de France avec Régine Sel, Anne Aubert-Godard, Jean Gortet et Monique Davant. Et on est allé rencontrer des médecins neuropédiatres et des généticiens. Vous lirez l'article en détail puisque je vais être obligée d'aller très vite. On est allé s'intéresser à ce qu'eux-mêmes vivaient au moment d'annoncer l'annonce du diagnostic concernant un enfant. Et je vais vous présenter de manière partielle les résultats de cette recherche que vous lirez plus en détail a posteriori. Donc, nous les avons enregistrés, nous leur avons demandé qu'est-ce qu'ils vivaient au moment d'annoncer une maladie neuropédiatrique aux parents. Nous avons enregistré les entretiens, nous les avons retranscrits, et puis une des méthodes d'analyse utilisées était une méthode qui s'appelle la méthode Alceste, qui consiste à faire une analyse quantitative des réseaux sémantiques. Et cette analyse nous a permis de focaliser, d'avoir des résultats déjà assez surprenants. D'une part, c'est que l'occurrence du mot enfant est très peu présente dans le discours des médecins, sauf quand il apparaît comme le complément d'une phrase, comme par exemple la maladie de l'enfant, où il a fallu dire à la mère qu'est son enfant. Mais l'enfant apparaît très peu nommé comme sujet des propositions. Il n'est quasiment jamais évoqué comme acteur, l'enfant il dit ou l'enfant il a fait, très peu évoqué comme interlocuteur, j'ai dit ou je lui ai expliqué à l'enfant, et enfin les affects des enfants ne sont quasiment jamais évoqués par les médecins, à la différence des affects des parents et surtout de la mère, qui est la plus représentée dans le discours des médecins. Certains verbatims nous ont permis donc de constater que les dialogues avec l'enfant lui-même en consultation, même par des médecins neuropédiatres, est parfois coûteux. Comme vous pouvez l'apprécier, c'est l'un des médecins qui dit « J'ai toujours un dialogue avec l'enfant, mais il dit « Je m'efforce à le faire, ça fait partie de l'annonce ». Et il continue, mais le patient, c'est l'enfant, ce ne sont pas les parents, et donc ça, on l'oublie. Pourquoi a-t-on tendance, de manière automatique, à parler aux parents
Enfin, pourquoi aurait-on ces tendances-là? Parce que c'est eux qui sont demandeurs, ils s'interrogent. Un autre élément intéressant qui a émergé de l'analyse des contenus de ces entretiens, c'est que les parents ne souhaitent pas toujours informer leur enfant de la maladie neuropédiatrique. Et donc le médecin explique, c'est la mégène que l'enfant ne soit pas au courant de sa maladie, car lui, il fera l'objet d'examens, d'investigations. Je pense que les enfants attendent eux aussi quelque chose. Et le médecin rappelle, mais souvent les parents ne veulent pas que je lui parle. Donc, concernant la place de l'enfant lors de l'annonce du diagnostic, il faut dire, tout à l'heure on parlait avec des membres des associations, vous avez dit qu'il y a 2 heures sur Gilles de la Tourette dans la formation des médecins. Les médecins sont très peu formés dans leur carrière universitaire à annoncer une maladie grave à un enfant. Et on voit bien dans cette recherche, vous les lirez dans l'article, qu'il y a très peu de médecins qui ont pensé au dispositif d'annonce quand celui-ci concerne un enfant, comme par exemple ces médecins qui disent « s'il est là, il est là, si les parents le souhaitent, l'enfant sort, mais on le fait rentrer à nouveau, je ne sais pas ». Comme si la question du dispositif d'annonce en présence de l'enfant n'est pas suffisamment pensée en amont de cette consultation. Beaucoup des enfants sont malades, ils ont des symptômes de leur maladie, et notamment ici, par exemple, des troubles moteurs assez sévères. Cet enfant est en train de perdre la marche. Il marche déjà avec une démarche dandinante, il se tient sur les murs pour pouvoir marcher. Et les parents que je reçois en consultation me disent que l'enfant n'est pas au courant de sa maladie. Alors que quand j'ai fait dessiner l'enfant, on voit bien à travers ses dessins et la narration qu'il a fait de ces dessins que, comme vous pouvez observer, il s'agit d'un immeuble, n'est-ce pas? Un immeuble dont les fondements sont assez bancals parce que vous voyez qu'à la base, il y a une patte qui tient l'édifice. Quand je demande à Pierre s'il peut me raconter l'histoire de ces dessins, je lui demande toujours de me raconter comment l'histoire se termine, il me dit que c'est un bâtiment qui est en train de brûler. Les parties noires que vous voyez, qui sont bien marquées en noir, elles sont déjà brûlées. Les points noirs que vous voyez à votre droite sont les têtes des personnes qui se jettent de l'édifice, puisque l'édifice est en train de brûler. Et puis, à votre gauche, vous voyez qu'il y a un escalier qui, Pierre va me dire que c'est l'escalier des pompiers. Hein. Donc, quand je lui demande, mais quelle est l'issue pour ces personnes? Est-ce qu'il n'y a personne qui peut les sauver? Il me dit, pas du tout. Pourquoi? Je lui demande, il me dit, parce que l'escalier des pompiers est brûlé. Et puis, la voiture des pompiers que vous voyez en bas, elle est elle-même brûlée. Donc, vous voyez que très tôt, l'enfant, à 6 ans, alors que les parents insistent sur le fait qu'il n'est pas au courant de diagnostic, l'enfant a une conscience aiguë de la gravité et de l'irréversibilité de ce qui lui arrive. Et dans le cas des pierres, comme vous pouvez l'apprécier, à votre gauche, il y a un -12 qui a dû vous interroger. Quand je lui demande, vous pouvez l'imaginer, ne prenez pas de photos, hein, parce que ce sont des dessins d'enfants. Donc, les -12, c'est quoi? Vous avez pensé, est-ce que c'est 12 ans qui lui reste à vivre? Est-ce que ça sera le moment où il perdra définitivement la marche? Non. Pierre dit, c'est comme à la télé, ces dessins est interdit en moins de 12 ans. Avec la conscience aiguë que ce qui lui arrive est quelque chose qui les déborde et quelque chose qu'un enfant si petit probablement ne peut pas traiter tout seul. Les dessins des enfants à cette période particulière où la gravité de la maladie leur impose des pertes motrices successives et notamment la perte de la marche, qui est une période d'une très grande angoisse.
je le rappelle pour toutes les maladies, et ça sert aussi pour les adolescents et les adultes, c'est dont je vous dis, la période qui précède la perte de la marche est probablement la période la plus angoissante pour la personne, bien plus que quand la marche est déjà perdue. C'est ces moments qui la précèdent qui représentent un moment crucial dans la vie du sujet. Et comme vous pouvez l'apprécier dans d'autres dessins que je ne vais pas commenter pour pouvoir aller jusqu'au bout, on observe souvent à cette période, même dans les rêves et les cauchemars que les enfants peuvent avoir à cette période, mais surtout dans les dessins, des dessins qui expriment les précipices, la chute, n'est-ce pas, et la menace de perdre la position debout. Là, je commente celui-ci qui est aussi intéressant. Donc, Alexandre a 11 ans, c'est un grand dessinateur, comme vous pouvez l'apprécier. Donc, il est en train de perdre la marche et il dessine un chevalier qui est en train de lutter avec un animal préhistorique. Donc, animal préhistorique qui est lui-même représenté d'une forme cadavérique. Vous voyez, on voit ses côtes. Il y a des mouches qui lui tournent autour, n'est-ce pas? Et cet animal le menace. Le chevalier veut lutter, veut s'échapper, mais son armure lui empêche de courir. Il est trop lourd pour se défendre et le précipice est derrière lui. Devant lui, il y a la menace. Derrière lui, il y a le précipice. Et quand je l'interroge, mais Alexandre, mais qu'est-ce qui peut sauver ce chevalier? Alexandre dit rien, parce que le seul qui aurait pu le sauver, c'est le cheval ailé qui est lui-même décapité. Donc on voit bien la conscience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aiguë, qui ont les enfants très tôt sur la gravité et l'irréversibilité de la maladie. Donc vous voyez, dans les dessins d'enfants, on voit bien toujours le précipice, la chute, qui va s'exprimer bien sûr pour chaque enfant d'une manière différente. Alors, comment parler à l'enfant? Et qui doit le faire? À quel moment? C'est une question qui est importante et depuis les années 2000, j'ai créé un jeu qui s'appelle les jeux des 3 cartes. Et ces jeux des 3 cartes est très intéressant parce que dans la rencontre avec l'enfant, il va me permettre de comprendre où l'enfant se trouve dans sa quête de savoir. Puisque le rapport que chaque enfant entretient avec la question du savoir, elle est singulière, elle est énigmatique. Il y a parfois des enfants qui ont envie de savoir. Et en même temps, ils peuvent avoir peur d'apprendre. Vous voyez, c'est important ce que j'ai dit. Un enfant peut avoir envie de savoir et en même temps, il peut avoir peur d'apprendre. Donc, ces jeux-là, ils visent justement à ce que l'enfant puisse s'approprier, il puisse signifier où il se trouve lui dans sa quête de savoir, parce que, comme vous le savez très bien, un enfant peut demander quelque chose, mais pas nécessairement pour qu'on lui réponde. Voilà la structure du jeu. J'explique à l'enfant qu'on va jouer à un jeu qui a 3 cartes. La première carte, c'est la question des questions avec réponse. Je lui dis, tu vas poser une question et tu attends une réponse. Je l'explique à l'enfant que je n'ai pas les réponses à toutes les questions, mais que je vais l'aider à trouver une personne qui va pouvoir répondre à son questionnement. Et je lui rappelle que parfois, on a besoin du temps pour répondre à une question. La deuxième carte, c'est la carte des questions sans réponse. Et je lui dis, tu poses une question, mais tu ne veux surtout pas entendre la réponse. C'est simplement pour le plaisir de poser des questions. Je ne dirai rien. Tu poseras une question et pas de réponse. Et bien sûr, la troisième carte, c'est la carte des peurs et des cauchemars. Ce jeu est intéressant. En réalité, il a émergé de la clinique parce que cliniquement, je m'étais aperçue que souvent les enfants posent des questions,
mais ils ne veulent pas toujours entendre la réponse. Ils veulent voir la tête que vous faites quand ils la posent. Ils posent la question, ils vous regardent et ils veulent voir qu'est-ce que cette question, elle vous fait à vous. Donc, ces jeux permettent, et c'est l'une des caractéristiques rustiques de ces jeux, c'est qu'il permet de comprendre où l'enfant se situe par rapport à sa quête de savoir. Pourquoi? Parce qu'on peut croire, et c'est une illusion. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'information aujourd'hui. C'est peut-être une illusion de croire que seulement l'information peut permettre à un enfant de s'approprier sa maladie. En réalité, il ne suffit pas. C'est bien évidemment un temps qui est important, mais il ne suffit pas d'informer un enfant pour qu'il puisse s'approprier ce qui lui arrive. Il y a une différence essentielle entre parler à un enfant de sa maladie et parler avec un enfant de sa maladie. Quand on parle à un enfant, on va l'informer, on va lui dire toute une série des choses, des informations que les adultes pensent utiles pour lui. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que vous pouvez passer beaucoup de temps à informer un enfant, mais l'enfant ne pourra pas s'approprier ce que vous lui dites si vous ne parlez pas avec lui. Donc vous voyez, il y a une différence des particules. Parler à et parler avec. Et parler avec l'enfant, c'est l'enfant qui donne la température de ce qu'il veut savoir. C'est à travers ces questions que l'adulte peut répondre à ce qui les hante, qui les préoccupe, et là où il se situe, à ces moments-là, dans son quête de savoir, puisqu'il faut rappeler que les enfants n'ont pas besoin tout le temps de tout savoir, et que si n'est pas dire, c'est nocif, trop dire, ça peut l'être aussi. Donc c'est l'enfant qui doit donner le tempo de ce dont il a besoin. Donc, pour conclure, je vais dire que ne pas en parler à un enfant de sa maladie peut être quelque chose d'assez difficile pour lui. C'est une manière de se désolidariser de lui, de sa souffrance. Et cela peut signifier pour lui que la maladie est une affaire peut-être honteuse qui le concerne lui tout seul. Un secret à cacher. Et c'est dire l'importance d'accompagner les parents aussi dans ces processus de communication avec leurs enfants. L'absence des mots peut fonctionner comme un interdit des mots pour dire ce qu'ils ressentent et provoquer angoisse et confusion chez l'enfant. Donc ça me paraît être un point extrêmement important. Souvent, les parents et parfois les médecins peuvent croire que ne pas parler est une manière de protéger l'enfant, et la clinique nous démontre quotidiennement que le silence n'est pas protecteur et que l'absence des mots ne permet pas à l'enfant de se construire et de comprendre ce qui est en train de lui arriver. Bien sûr que parler à l'enfant, quel que soit son âge, sa maturité et son état cognitif, même pour des enfants qui ont des troubles cognitifs ou même pour des enfants petits, même pour les bébés, c'est très important de leur en parler et d'avoir une parole qui leur est adressée sur ce qui leur arrive. Aucun argument soutenable à terme pour ne pas dire à l'enfant sa maladie. Donc la question qui m'était posée, c'est qui, quand et comment parler à l'enfant, comment annoncer l'annonce du diagnostic. Donc c'est la dernière diapositive. Rappeler l'importance et les rôles éducatifs qu'ont les médecins vis-à-vis des enfants, mais aussi vis-à-vis des parents, pour que la maladie puisse être parlée. Probablement, les familles, ils ont besoin d'avoir ces moments uniques avec les médecins et voir les médecins parler à leur enfant de la maladie,
pas à eux seulement, mais à l'enfant directement, ça peut être une situation pédagogique, éducative d'une extrême importance et qui a énormément de valeur quand les parents voient que le médecin peut s'adresser à leur enfant directement. Mais les parents, pour qu'eux, ils puissent parler avec leur enfant, ils ont besoin d'être soutenus dans leur fonction parentale. C'est aussi toute notre responsabilité à chacun d'entre nous. Donc, comme je l'ai dit, quand parler, bien sûr, parler à tout âge, selon les capacités de l'enfant à comprendre. On ne va pas parler de la même manière à un adolescent qu'à un enfant qui a 5 ans. Comment le faire? Bien sûr, étape par étape et de manière progressive. On n'a pas besoin de tout dire en une fois. Les choses peuvent se dire d'une manière progressive et en respectant la temporalité de l'enfant. Et enfin, il n'y a pas d'âge pour parler à un enfant, mais un parler selon l'âge de l'enfant. Je l'ai dit parce que souvent, l'un des arguments qui est donné pour ne pas parler à l'enfant de sa maladie, c'est l'âge. Il est trop petit pour comprendre. Il ne pourra pas saisir les mots de la maladie. Ben, ça, c'est une idée fausse. Et je pense que c'est le message le plus important de ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Marcella. On a le temps pour une ou deux questions. Ce qui est quand même très important et très difficile dans nos pathologies neurologiques, c'est pas tellement s'adapter à l'âge, mais c'est s'adapter aussi à la capacité de communication, parce que la compréhension, je crois qu'on arrive à pouvoir comprendre, voir comment est l'enfant, comment il réagit, mais utiliser des moyens de communication. Et je pense qu'il faut vraiment, au sein de notre filière, par rapport aux maladies neuromusculaires que je connais bien, ou par rapport à d'autres maladies, qu'il faut vraiment qu'on développe pour l'enfant, qu'il y a souvent des troubles développementaux assez précoces dans nos maladies neurologiques génétiques rares, des stratégies, des façons de leur faire comprendre des choses, ce qui n'est pas facile. Et je pense qu'on se heurte au problème habituel qui est apprendre aux médecins, et à nos jeunes médecins en particulier, comment on parle et comment on s'adresse à un enfant. Alors, ils savent très bien le faire quand un enfant a 1 an, en fonction de l'âge de l'enfant, ils savent très bien le faire. Par contre, en fonction, si vous avez un enfant de 10 ans qui n'est pas communicant, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux. Et souvent, c'est la première rupture qui fait qu'on ne parle pas à l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on s'adresse à lui, déjà pour l'examiner, mais aussi pour lui parler de sa maladie et de ce qu'il est. Et je crois que ça, c'est un élément qu'il faut vraiment faire un système éducatif de nos jeunes médecins, mais aussi, et les vieux, mais aussi, on apprend aux parents, ça sert à ce qu'on peut apprendre aux parents, c'est les parents qui nous ont appris, hein, mais quelquefois, à l'annonce du diagnostic, il faut qu'on apprenne aux parents aussi à communiquer avec leur enfant, ce qui n'est pas facile, en particulier au moment de l'annonce diagnostique. Je vais rebondir sur ce que disait Odile, parce que ça, c'est un point qui est, je pense, très tabou dans le milieu médical pour l'avoir vécu. On a effectivement l'annonce du diagnostic, donc très difficile dans les pathologies où l'enfant ne communique pas. Donc dans ces cas-là, le médecin préfère passer par le parent qui après se débrouille avec les moyens qu'il a et les possibilités qu'il a pour en parler à son enfant et quand même lui faire comprendre, voire dans certains cas, il n'y a même pas d'annonce à l'enfant. Et puis il y a la deuxième étape dans cette pathologie qui est l'annonce de la fin de vie, où effectivement on se rend compte que les médecins, ils sont très très loin de savoir comment faire pour annoncer aux parents, notamment dans le cas où on a des prévisions d'opérations à gros risque et où ils n'ont pas encore la capacité d'entendre un parent dire écoutez, si l'enfant ne respire pas seul ou ne sort pas de cette opération indemne, on arrête tout. Et donc on se rend compte que, notamment par moi des familles que j'ai rencontrées, où en fait ils nous demandent vous avez fait comment? Parce que le médecin me pose une question de savoir quelle décision on va prendre. Comment je peux annoncer à mon enfant que on va devoir prendre une décision
sur son état, et comment j'en parle aussi à la fratrie, parce que ça, on l'oublie. Donc ça, on en a parlé ce matin, la fratrie. Mais là aussi, on est tout ça dans du diagnostic à différents niveaux. Mais là, par contre, sur ce point-là, on n'en entend jamais parler. Et par contre, on est complètement démunis et impuissants. Et nous, en tant que parents, on n'a pas les clés. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça existe? Est-ce que... Dans des situations qui concernent la fin de vie, on sait combien la réflexion sur ces questions nous concerne tous et concerne les enfants, les adultes, les personnes âgées. On est tous concernés par ces questions autour de la fin de vie. Je pense que quand les situations sont des situations qui posent des problèmes à la fois à la famille et aux équipes, on a la possibilité de saisir les centres d'éthique clinique, qui sont des instances tierces, qui peuvent venir justement, que les parents peuvent solliciter, les associations des patients peuvent solliciter. Par exemple, ici sur la région parisienne, je connais moins les développements en province, mais il y a le service d'éthique clinique des Cochins qui est animé par Véronique Fournier. Et eux, ils répondent aussi à la demande à la fois individuelle, mais aussi des associations qui viennent leur exposer des situations critiques et ils viennent travailler avec les équipes et les familles autour des situations qui posent problème et qui... Je pense que la dimension de la réflexion éthique, on ne peut pas faire l'économie dans ces cas-là. Il y a un aspect aussi qu'il faudra voir dans les annonces diagnostiques auxquelles on est parfois et souvent confronté, c'est quand on annonce des diagnostics, on va prendre l'exemple de maladie de Huntington, et que la famille nous demande de recevoir les enfants pour les informer de la maladie du parent. Et là, c'est aussi un autre cadre dans lequel on est... Et on nous sollicite, alors nous, je dirais médecins, neurologues, adultes, parce qu'on est les experts de la maladie, parce que c'est nous qui suivons et qu'on n'est pas forcément dans l'environnement et avec les connaissances de pédiatrie. Parce que je n'ai pas eu le temps de le montrer, parce que j'ai dû beaucoup raccourcir ma présentation. Mais justement, j'allais évoquer ce 12e volet de ma présentation concernait comment les parents annoncent le risque d'une maladie comme la maladie d'Huntington à leurs enfants. Et dans les années 2000, on avait fait une étude avec Alexandra, avec la chef, où on avait interrogé 138 familles pour leur demander finalement comment eux, en tant que personnes à risque ou déjà malades, et en tant que conjoint, avaient été informés sur le risque de la maladie d'Huntington. Et la grande surprise pour nous était de constater que seulement un tout petit quart avait été informé par leurs propres parents. Les restes de la population avaient été informés par des médecins, par d'autres membres de la famille, et presque 36% avaient compris par eux-mêmes. Ce qui est un résultat assez surprenant, c'est dire combien l'information autour des maladies génétiques est difficile dans les familles. Mais il faut dire que cette recherche, nous, on l'a fait en 2000 et qu'on a très envie maintenant, avec Alexandra, de refaire cette étude, 17 ans après, sur une population aussi des personnes concernées par la maladie d'Huntington pour voir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que en 17 ans, les choses ont changé et les parents informent plus les enfants du risque qu'il y a 17 ans? Ça reste une question. Voilà, il y a des cliniciens dans la salle. Il y a Katia, là, peut-être que tu as envie de réagir, de tes impressions, toi, si tu penses que les parents parlent plus. Je pense qu'on les incite de plus en plus à parler. C'est une question qu'on s'est appropriée ces dernières années et c'est une question pour laquelle on ne botte plus en touche et on incite effectivement les gens à prendre le temps, mais à arriver à une annonce avec notre aide s'ils ont besoin. Mais effectivement, ce sont des questions qui émergent de plus en plus à mesure que ces dernières années, les familles sortent du secret, tout doucement. Voilà. Il y a quelque chose d'assez... Il y a quand même un mouvement vers l'information globale dans notre société et les maladies génétiques deviennent de moins en moins des maladies secrètes, y compris la maladie de Huntington. Et j'espère qu'on contribue à ça.